Alors, je vais vous proposer une conférence qui est autour d'un petit vol Paris-New York Concorde, mais évidemment, elle sera précédée de considérations sur ce qu'est le vol supersonique, etc. Et puis surtout, elle se continuera par un constat et un bilan de l'exploitation Concorde. Ça fait 50 ans que la ligne Concorde est ouverte et il est peut-être un peu temps de parler de Concorde, du programme Concorde, de faire le bilan. Sur le vol supersonique, d'abord, qu'est-ce que le nombre de Mach? C'est le rapport de la vitesse de l'avion par rapport à la vitesse du son dans l'air ambiant. Si l'on est à Mach 1, on va aussi vite que le son que l'on produit. Si l'on est à Mach 2, on va 2 fois plus vite que le son que l'on produit. Sachant que dans la stratosphère où on vole à Mach 2, la vitesse du son qui n'est fonction que de la température est un peu moins de 1100 km/h, et bien à Mach 2, Concorde vole à 2100 et quelques km/h. Quand on parle supersonique, bien sûr, on a tendance à penser au mur du son. Le mur du son, la notion de mur était la notion de difficulté. Et il y avait 2 difficultés. La première, c'était l'aspect performance. La capacité à passer plus vite que la vitesse du son était très difficile. Il fallait pour ça avoir un appareil avec des lignes aérodynamiques très effilées, très pointues. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Concorde a un nez qui bascule, le fameux nez de Concorde qui est si célèbre. Il bascule parce que on a une position normale de vol avec ce nez qui est dans le prolongement du fuselage. Et quand on se présente en approche, eh bien, si le nez était toujours dans le prolongement du fuselage, on ne verrait rien. Donc le nez se baisse simplement pour que l'on voit la piste. C'est quand même nécessaire. Ensuite, le deuxième aspect pour lequel le mur du son était un problème et un danger, c'était l'aspect des qualités de vol. C'est-à-dire que ce qu'on ne sait pas, c'est que quand on vole en supersonique, les lois aérodynamiques sont complètement différentes que lorsqu'on est en subsonique. Et en particulier, l'équilibre longitudinal de l'avion est complètement bouleversé. Alors sur Concorde, ça se traduisait, pour contrer ce phénomène, quand on passe en supersonique, eh bien, on va déplacer du carburant vers l'arrière pour rééquilibrer l'avion. Alors évidemment, quand on repasse en subsonique, il ne faudra pas oublier de déplacer du carburant vers l'avant. Et puis le troisième point qui faisait penser à un mur, c'était le fameux bang sonique, qui donnait l'impression que l'avion traversait un mur. Alors qu'est-ce que c'est que le bang sonique? Si vous avez un avion supersonique qui vient vers vous, par définition, vous n'entendez strictement rien, puisqu'il va plus vite que le son qu'il produit. En revanche, quand il arrive à votre niveau, toutes les ondes de pression sonores qu'il a fournies auparavant vous arrivent en même temps, elles se somment, elles font un grand bruit. C'est le fameux bang, les Anglais disent le boom sonique. C'est un problème parce que quand vous êtes au sol, ça vous fait sursauter. Et il ne faut pas croire que c'est un bang tout seul. Concorde, quand il volait, traînait un tapis de bang de 80 km de large. Et surtout, sur ces 80 km, vous créez une gêne auprès des gens qui sont au sol. C'est pour ça que depuis le début 1973, le vol supersonique est interdit sur les terres et Concorde est exploité en essayant de jamais, comme on disait, banguer les populations. Après cette introduction, je voudrais faire une petite aparté sur le trafic aérien mondial. Vous avez là une saisie d'un écran d'une application qui s'appelle Flight Radar 24 et chaque petit point jaune, c'est un avion qui se déplace à la surface du globe et on voit, c'est en version accélérée, on voit la zone de nuit et on voit les avions déplacés. Alors quand on voit ça, il y a trois constatations. La première,
c'est que la majeure partie du trafic aérien est dans l'hémisphère nord. Et la deuxième constatation, c'est que le transport est plutôt orienté entre trois pôles, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, et puis l'Extrême-Orient avec le Japon et la Chine. Et le plus fréquenté de en termes de transport aérien, le secteur le plus fréquenté, c'est justement l'Atlantique Nord. Vous voyez là un agrandissement sur l'Atlantique Nord, vous voyez que on est de nuit là. Et vous allez voir quelque chose d'un peu surprenant, c'est qu'il y a une vague d'avions qui va, on est de nuit là, qui va des États-Unis vers l'Europe. Et vous voyez le jour qui se lève sur l'Europe, vous allez voir le flux vers l'Europe se tarir, et avec l'arrivée du jour, la vague de l'Europe vers les États-Unis va prendre. En gros, on va aux États-Unis de jour et on en revient de nuit. Et ça, c'est pour des raisons très objectives que je vais essayer de vous faire comprendre. Vous prenez l'avion, votre heure d'arrivée, c'est votre heure de départ, plus bien sûr le temps de vol, auquel vous ajoutez le décalage horaire, en plus ou en moins. Donc, j'ai pris l'exemple du vol Air France 004 d'Air France, qui est assuré par un Boeing 777, qui décolle, enfin qui part de Paris à 10h30, il arrive à 13h à Kennedy. Pourquoi ? Parce qu'il y a 8h30 de vol, moins 6 heures de décalage, donc il arrive 2h30 après ce que j'appelle moi le temps de vol ressenti, c'est-à-dire que le passager, il arrive, il n'est que 13 heures. Il s'est levé pas trop tôt pour prendre cet avion, l'avion est confortable, il s'est un peu reposé, il a cassé la croûte, tout ça, et il arrive et il a une pleine journée devant lui, donc les passagers aiment beaucoup ce sens de déplacement pour aller aux États-Unis, donc les vols vers l'ouest sont assurés principalement de jour. En revanche, à l'est, si on reprend la même logique, là je prends le Air France 003, qui est le même avion qui s'est posé à 13h et qui repart sur Paris, il part à 17h30, il se pose à 7h. En fait, il vole moins longtemps pourtant, 7h30 de vol parce qu'il y a du vent arrière, plus les 6 heures de décalage, ça lui fait 13h30. Eh bien, ces 13h30, si vous les faites de jour, vous perdez votre journée. Alors que là, de nuit, surtout avec le confort des avions d'aujourd'hui, vous vous reposez et vous y arrivez, vous n'êtes pas trop fatigué. Donc, c'est la préférence des passagers et je dirais même de l'exploitation, parce que pour la compagnie, eh bien, son avion fait un aller-retour, il n'y a pas de perte de temps. Et tout ça est particulièrement huilé, et ça date des premiers jets des années 60. Ensuite, je vais vous faire une petite aparté sur les routes subsoniques. On va parler quand même du subsonique sur l'Atlantique Nord. Il y a un phénomène qui est très connu depuis les premiers jets, c'est les jet streams, que les gens appelaient avant des turbulences en ciel clair parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. En fait, c'est un courant très violent de vent qui se trouve, ça c'est le jet polaire qui est représenté là, entre les États-Unis et l'Europe de l'Ouest. Et c'est en plein sur le trajet des avions qui vont vers les États-Unis. Donc, voilà, j'ai représenté un vent type. Et il y a un organisme qui s'appelle l'OTS, le système d'organisation des routes sur l'Atlantique Nord, qui va fournir chaque jour des routes. Là, par exemple, ce sont des routes pour aller vers l'ouest, voilà, qui permettront aux avions d'emprunter ces routes qui les éloignent du vent. En revanche, pour les vols de retour de nuit, il publie aussi des routes que les avions vont prendre pour bénéficier du vent. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que chaque jour, tous les jours, l'OTS publie 2
réseau de routes éphémères qui ne durent jamais qu'une demi-journée, permettant aux avions subsoniques de traverser l'Atlantique. À présent, on va voir sur un vol Paris-New York comment Concorde se comporte au milieu de ce petit monde. Donc, Concorde, on va fêter le 50e anniversaire de le début de l'exploitation supersonique. C'était le 21 janvier 1976. Air France mettait Concorde sur les pas de l'aéropostale et le monde entier découvrait cet avion avec ses lignes tout à fait originales. Ainsi que Air France inaugurait aussi une livrée qui est toujours active. On a attendu pour pouvoir débuter l'exploitation de New York. Ça a été le 22 novembre 1977 et ça a été le premier vol vers New York Kennedy. S'il n'y avait pas eu l'ouverture de New York, l'exploitation de Concorde s'arrêtait 4 à 5 ans plus tard. On va en reparler. Alors, excusez-moi pour ces chiffres, mais c'est pas inintéressant de penser qu'on va décoller pour New York à la masse maxi de 185 tonnes, mais que plus de la moitié de la masse de l'avion sera composée de carburant. Et puis, tout avion a des limites de vol, de vitesse. Donc là, il y a un Mach maxi en opération à 2,04, mais surtout, ce qu'il n'y a pas sur les autres avions, c'est une température maxi en opération et qui est à 127 degrés. Et vous verrez un peu plus tard qu'on y arrive parfois. C'est un avion qui avait pas mal de surnoms. Nous disions on est sur le pointu. Mais maintenant, on dit plutôt le bel oiseau, c'est plus poétique. Et ça tient surtout de sa posture en approche avec son aile delta néo-gothique. C'est le nom officiel du profil de vol Concorde. La grandeur de Concorde, c'est de transporter des passagers. C'est sa spécificité. Donc 100 passagers répartis en 2 cabines avec des galets. Les galets, c'est un terme issu de la marine, comme beaucoup de termes dans l'aviation. Ce sont les offices, c'est là qu'il y a les repas, les couverts, les fours. Et au milieu de l'avion, il y a les vestiaires et toilettes. Si vous allez visiter un Concorde, il est possible de le faire au musée de l'air, vous serez certainement très surpris par l'exiguïté de la cabine. Et je vais vous le répéter plusieurs fois, mais c'est une donnée du vol supersonique. Un avion supersonique a forcément un fuselage étroit. Pour mener un Concorde, il faut un équipage de 9 personnes, 3 techniques, c'est-à-dire 2 pilotes dont un commandant de bord et un mécanicien navigant, et 6 PNC, 6 hôtesses et stewards, dont un chef de cabine. Et généralement, Air France veillait à ce qu'il y ait 3 dames et 3 messieurs. Alors, on se trouve 10 minutes avant la mise en route et les derniers bagages sont embarqués et on est prêt à mettre en route. Alors, une particularité de Concorde, c'est qu'il n'est absolument pas autonome. C'est-à-dire qu'il n'a pas de groupe qu'on appelle APU, là. Donc, il est obligé d'avoir jusqu'au dernier moment des groupes électrogènes ici, et ici un groupe de pneumatiques à haute pression qui permettra d'assurer le démarrage. Donc, on est obligé, pour que l'avion soit autonome, de démarrer 2 moteurs avant de pouvoir quitter le parking. Donc, on va démarrer les moteurs 5 minutes avant le bloc, à 10h55, puisque l'heure de départ est à 11h. À 11h, on part à l'heure, c'est une habitude qu'on avait. Ça, c'est une image courante, tous les avions. Vous avez le tracteur avec un mécanicien qui conduit. Et puis ici, vous avez un mécanicien qui est en contact interphone avec le commandant de bord et qui assure la mise en route des 2 derniers moteurs. Là, notre avion a allumé ses phares de roulage, donc il est prêt à rouler. Pendant le roulage, l'action des hôtesses et stewards est le même que sur les autres avions. Il s'agit de sécuriser la cabine en armant les toboggans, vous vous souvenez, contrôler les vis-à-vis. Et ce qu'il y a de particulier, c'est le verrouillage des galets. Parce que du fait des accélérations de cet avion, il y a eu parfois des incidents avec des chariots qui sortaient de leur logement et qui faisaient des dégâts.
Voilà, là on est au décollage. Ça c'est ce que dit le pilote qui va faire le décollage. Il dit attention, vous êtes paré, top. Le top est donné par le claquement des manettes en butée avant. Et il rappelle la vitesse de décision, V1. La vitesse de décision, c'est 270 km/h. C'est en dessous de laquelle on peut éventuellement s'arrêter et au-dessus de laquelle il n'est plus question de s'arrêter. Voilà l'avion vu au décollage. On décolle toujours à des vitesses très élevées, de l'ordre de 220 nœuds. C'est lié à la voilure delta. Et surtout, vous voyez à l'arrière de l'avion des flammes, c'est la post-combustion qui permet de donner le surcroît de puissance nécessaire, mais en revanche au prix d'une consommation démoniaque. Là, vous voyez l'avion, comme vous le voyez, il consomme en instantané 80 tonnes à l'heure. Donc on n'a qu'une envie, c'est que ça réduise, puisqu'on n'a que 95 tonnes dans l'avion et qu'on essaye de faire 3h30 de vol. On coupera la post-combustion à 150 mètres de hauteur. Dès qu'on est en montée, le PNC va lancer l'apéritif. Alors, il y a une grande difficulté, c'est-à-dire, sur Concorde, il faut que l'équipage commercial serve une prestation de type première classe, et le tout en moins de 3 heures. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Pour l'apéritif, les commandes ont été prises au roulage, et dès le début de la montée, ils sont prêts à te servir. Et ensuite, bien sûr, l'apéritif, ce n'est pas cacahuètes et chips. Hein. On est sur... donc, c'est plutôt champagne et caviar. Nous, on poursuit le vol. On va aller vers Évreux, la balise d'Évreux. Et puis, on va s'aligner au cap sur la Manche de manière à pouvoir passer le MAC, l'accélération du côté du Havre. Voilà les deux profils de vol, subsonique et supersonique, sur l'Atlantique Nord. Un avion subsonique, il monte à quelque chose comme 10 000 mètres, puis après, pendant toute la traversée, il va monter par paliers en fonction de son allègement. En revanche, sur Concorde, vous avez vu, on va s'arrêter un peu parce que là, il faut attendre d'arriver au Havre. Et là, je l'ai mis en rouge parce qu'on va faire une accélération avec la post-combustion. Donc, c'est un moment un peu délicat. Jusqu'à accrocher Mach 1,7 à 13 000 mètres. Là, on coupe la post-combustion et on est dans ce qu'on appelle la croisière supersonique. On va continuer à monter puisque l'avion se déleste de l'ordre de 20 tonnes à l'heure. Et on va accrocher Mach 2 à 15 000 mètres, un peu après le travers de l'Irlande. Et le vol va se poursuivre comme ça. On n'atteindra pas 18 000 mètres, hein, c'est sur New York. Maintenant, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes dans la troposphère ici. Hein. La troposphère, il fait bon au sol et la température s'abaisse de 6 degrés par 1000 mètres. Et quand elle est arrivée à peu près à moins 55, elle s'arrête de décroître et on arrive à ce qu'on appelle la tropopause, c'est-à-dire le moment où la troposphère marque une pause et on rentre dans la stratosphère. La stratosphère, c'est un lieu tout à fait intéressant où la température est stable, les vents se calment, il n'y a plus de turbulence, tous les effets convectifs, les nuages, les orages, tout ça, c'est en dessous de la tropopause. Et même le jet stream, il est du côté de la tropopause. Donc tout ça pour dire que la croisière Concorde, eh bien, elle est dans un monde de rêve qui s'appelle la stratosphère, où en particulier le vent s'est calmé. Sur la traversée, le vent dans la stratosphère, il n'excède pas 50 nœuds, allez, on va dire 100 km/h. Et comme Concorde vole à 2100 km/h, il est peu sensible au vent. Ce qui veut dire que les routes organisées par l'OTS pour les subsoniques, Concorde ne va pas les utiliser du tout. Mais l'équipage a intérêt quand même à savoir où sont les routes, puisque là sont les avions subsoniques, en dessous, s'il est amené éventuellement à descendre, et c'est arrivé. Alors, si vous laissez faire un pilote Concorde pour aller à New York, de ce fait, il va prendre le chemin le plus court. Le chemin le plus court, si vous faites ça sur une sphère, vous verrez que vous passez par l'Irlande, Terre-Neuve, etc. Et si vous faites ça,
Comme je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de survoler les terres en supersonique, vous perdez la moitié du temps. Donc on allonge la route de 300 km environ et cela nous permet d'aller du Havre à New York entièrement au-dessus de la mer. Voilà en réalité les 3 routes Concorde qui étaient utilisées. La SM, Sierra Mike, qui est la plus courte. Ensuite, la route retour, Sierra Novembre. Et puis une route de délestage, Sierra Oscar. Notre montée se poursuit. Là, c'est une image, on est à peu près 15 minutes après le décollage de Paris. On est par le travers de Deauville, Mach 1,08. Alors là, c'est un moment où on sent que l'avion, il peine. Hein. Ça monte doucement, les points, parce qu'on est en plein dans ce que je vous expliquais dans le mur du son, l'aspect performance. Mais avec un avion prévu pour ça, le transsonique, c'est un moment où l'avion peine, va doucement. Mais ça s'arrête un peu du côté de à partir de Mach 1,3, ça va un peu mieux, puis à Mach 1,7, on sera libéré. Voilà ce qu'on verrait si on était à l'extérieur de l'avion à ce moment-là. Et derrière, bien sûr, le service du repas commence. Concorde était le seul avion où les hôtesses et stewards avaient une tenue spéciale pour l'avion, pour le service. Donc, les stewards en Spencer blanc et les hôtesses avec une robe, celle-là, c'est une robe Balenciaga. Donc, les entrées, c'est parti. Là, c'est pareil. L'entrée, c'est pas œuf maillot, hein, c'est plutôt langoustine ou langouste. Nous, devant, nous continuons bien sûr à accélérer et à monter. Voilà la vision qu'on a quand on est en croisière. Mach 2, le Mach fluctue entre 2 et 2,04. Donc tout va bien, on l'a dit, on est en stratosphère. La seule chose qui pèse sur le vol supersonique, c'est le problème de la température. C'est-à-dire qu'il y a 180 degrés d'échauffement. Et si par hasard la température est à moins 50, là on disait entre nous, il fait chaud aujourd'hui, il fait moins 50. Eh bien, on atteint la température de 127 degrés à la pointe de l'avion et vous voyez que tout l'avion est baigné dans un flux entre 90 et 120 degrés. Et ça va durer 3 heures. Hein. C'est le seul avion qui restait aussi longtemps au chaud. Hein. Si quelqu'un un jour vous dit qu'il est allé à New York en Concorde et qu'il a eu froid, c'est que ce n'est pas vrai. Hein. Il n'est pas allé à New York en Concorde. Donc le problème de température est un problème un peu méconnu, mais extrêmement important sur tout avion supersonique. Derrière, bien sûr, Air France veillait à faire une prestation de grande qualité, et donc les vins étaient servis, il y avait un choix de vins tout à fait remarquable. Là, on voit le service du plat chaud. Alors, pour dire que le temps était compté pour la prestation du repas, c'est que même nous, Air France, le fromage sur le vol Paris-New York était sur demande. Oui, sur un plat gastronomique, on se passe du fromage. Alors nous, devant, le ciel de Concorde à 17 000 mètres, des gens disent on voit la rotondité de la Terre. C'est vrai. Mais moi, je retiens surtout qu'on voit un bleu très profond, puisque là, les 9/10 de l'atmosphère sont en dessous de nous. Hein. Et donc, s'il n'y avait pas la réverbération, on n'est pas loin de voir les étoiles. Là, une vue de l'avion, de la place droite du copilote, avec la carte de navigation. Ici, les centrales de navigation qui disent que le prochain point est à 111 nautiques, c'est-à-dire 200 km, et on va le passer dans 6 minutes. Derrière, on arrive au café, un café express, là, Mach 2. Notre vol se poursuit toujours à l'est des côtes américaines. Très belle vue de Gander. Alors, vous savez, on s'habitue à tout. Et finalement, aller en 3h30 à New York, au bout d'un moment, on s'y habitue. Mais en revanche, voir 2h15 après le décollage de Paris, les Terre-Neuve, je ne sais pas si c'est lié à une lecture d'antan, mais ça fait quelque chose, quoi. Le vol se poursuit. 3 heures après, on est par le travers de Boston. Boston est là. Ici, vous avez Cap Cod et Nantucket. Ce moment est intéressant en termes de fonctionnement équipage,
Parce que nous, devant, là, vous voyez, il fait beau, on est relax. On a préparé l'arrivée, tout est prêt, on a fait le briefing. On va descendre dans 5 minutes. On est vraiment détendu. En revanche, derrière, parce que moi, j'ai volé à une époque où la porte du cockpit était tellement ouverte que je me demandais s'il y avait une porte à ce cockpit. On entendait que derrière, ça bougeait beaucoup. Et généralement, c'est le moment où la chef de cabine passe son nez devant en disant « Bon, on descend dans combien de temps ?» On lui répond « Dans 5 minutes. » Et on l'entend repartir en courant, dépêchons, on descend dans 5 minutes. Le service Concorde sur Paris-New York avec l'avion est plein, et l'avion était toujours plein, c'était quand même un sacré challenge. À l'est de la route, de manière à décélérer au dernier moment, ce sera le seul moment depuis le départ où on va arrêter d'être plein gaz, on va réduire la poussée et on va quitter la vitesse maximale du moment. Lors de la descente, on va passer Mach 1 en descente du côté par ici, on va sentir l'effet inverse de ce qu'on a eu, je vous disais tout à l'heure, à Mach 1,08, on a du mal à avancer. Et bien là, quand on passe Mach 1, tout d'un coup, on a l'impression qu'on nous a coupé un radar, un parachute qui devait nous freiner. Tout d'un coup, on sent qu'on arrive dans un monde où la résistance à l'avancement est beaucoup plus faible. Voilà l'image d'un équipage qui est en approche finale sur New York. Voilà, on est sur la 31 à New York. Alors, l'avion approche, il est entre 100 et 110 tonnes, 160 nœuds, 290 km, ça peut vous paraître beaucoup, mais c'est remarquable pour un avion Delta. Il faut savoir qu'un Mirage 3 au même endroit, il ne descend pas en dessous de 190 nœuds. Donc, heureusement, Concorde a réussi en aérodynamique à approcher à des vitesses aussi basses, sinon il n'aurait jamais pu s'intégrer dans le trafic des subsoniques. Et on arrive au parking à 8h45. J'ai oublié de vous signaler qu'ici, vous avez le Concorde retour qui est au départ. On va en reparler. Donc on arrive, il est 8h45. Les passagers sont tout heureux d'être sitôt à CDG. On a fait à peu près 2h50 en supersonique pour un vol total de 3h45. Et on quitte l'avion, on voit le jour qui se lève sur New York et tout va bien. On est très heureux sur ce segment vers New York, tout va bien. Mais je voudrais maintenant qu'on parle un peu de l'impact du décalage horaire sur les vols supersoniques. Voilà ce qu'on vient de vivre. Donc l'avion a décollé à 11h de Paris et il est arrivé à 8h45. Pourquoi ? Parce que le temps de vol est 3h45. Moins 6 heures de décalage, on arrive moins 2h15. Alors là, les passagers, c'est extraordinaire comme impression, parce que c'est même pas que le temps s'est ralenti, vous avez même remonté le temps. Le temps de vol ressenti de moins 2h15. En revanche, pour le vol retour, je prends l'exemple du Concorde qu'on a vu au point d'attente, là, qui quitte New York à 8h. Il va arriver à 17h30, parce qu'il va mettre 3h30 de vol, là aussi il y a une petite composante, le vol va être plus court, mais plus 6 heures de décollage. Et c'est 9h30, ça paraît rien, mais vous ne pouvez pas faire un horaire intelligent. Alors d'ailleurs Air France en a essayé 2. Moi celui que j'ai connu, c'était dans les années 80, on décollait à 13h de New York et on se posait à 22h30 à Paris. Alors ça, pour les membres d'équipage, c'était super. On avait le temps de profiter un tout petit peu de Manhattan le matin. On voyait l'équipage aller, on avait un petit quart d'heure pour discuter un peu des nouvelles du secteur. On rentrait 22h30, on était à la maison à minuit. Parfait. Sauf que pour les passagers, ce n'était pas parfait, puisque avec un avion qui arrive à 22h30, vous ne pouvez avoir que des passagers à destination de Paris. Aucune correspondance. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de 1996, la compagnie a mis l'horaire à 8 heures, qui permet d'avoir à 17h30 toutes les correspondances. Sauf que si vous prenez un avion à 8 heures, vous mettez un réveil du côté de 5 heures,
le salon Concorde, vous y passez en courant, hein, vous arrivez au dernier moment dans l'avion, vous n'avez pas trop envie de boire du champagne à 9 h du matin, ni de faire un grand repas, et vous arrivez à 17 h 30 pour les embouteillages. Donc vous avez perdu votre journée. Alors vous allez me dire, on pourrait faire comme les avions subsoniques, on rentre de nuit. Alors pourquoi pas? Alors le vol de nuit est inconfortable sur un avion supersonique. Pourquoi? Là, vous avez la silhouette d'un Boeing 777-200. Je superpose la silhouette du Concorde qui est à peu près de la même longueur. Et vous voyez très bien que les fuselages n'ont pas du tout les mêmes dimensions. Quand on regarde, quand on fait le superpose le 777 et le Concorde, on voit que autant dans le 77, on peut, comme aujourd'hui, mettre des sièges couchettes, on peut faire des espaces premières qui sont carrément des petits studios, autant sur Concorde, ben, vous n'avez pas la place de faire tout ça. Il n'y aura jamais d'espace sur un fuselage d'avion supersonique. Et d'ailleurs, je vais même plus loin que ça. Si je fais la comparaison avec l'Airbus 220, vous savez, c'est un regional jet, eh bien, c'est encore plus étriqué qu'un regional jet. Donc, en gros, vous avez à bord d'un Concorde le confort d'un regional jet. Voilà, vous avez ici les deux photos des deux cabines qui sont très similaires. Alors je dis que c'est difficile de faire du vol de nuit, mais Air France a quand même fait du vol de nuit. Au début de l'exploitation sur Rio, ils ont tenté le vol de nuit. Le passager, le vol partait à 20 h 30 de Rio, faisait une escale à Dakar et se posait à 7 h du matin. Je peux vous assurer que le passager qui n'avait pas fermé l'œil à un seul moment, s'il avait payé en plus un tarif première, il n'allait pas le faire deux fois. Donc bien sûr, ça a été un four. Et il faut le dire clairement, dans un avion supersonique, le vol de nuit pour les passagers est impossible parce que le fuselage est étroit et sera toujours étroit. J'en veux pour preuve que le Boom Overture, qui est le seul avion dont on nous promet depuis des années qu'il va remplacer le Concorde, qu'il va être un successeur au Concorde. Je l'ai mis là en superposition, il est à peu près de la même dimension et son fuselage est aussi étroit. Alors, une fois qu'on a dit ça, je reviens à nos passagers qui ont débarqué très heureux là, à 8 h 45 du matin à Kennedy. Eh bien, le soir, le même passager, il revient de New York en subsonique et en première. Et ça fait que le vol retour est peu chargé. Alors là, je vais vous asséner une vérité qui est assez étonnante, c'est qu'en fait, le transport supersonique ne peut être rentable que s'il se déplace 2 jours vers l'ouest et sur la mer, ce qui est quand même très restrictif. De ce fait, je vais maintenant, à partir de la dernière partie de cette présentation, qui est le bilan Concorde. Je repars sur ce que je vous ai dit précédemment. Au début, Air France, les compagnies aériennes gagnent leur vie avec des lignes régulières. Donc, ils reçoivent le Concorde, ils créent des lignes régulières. Rio, Washington, Caracas, Mexico, avant l'ouverture de New York. Et bien sûr, ça a amené un déficit d'exploitation très fort, mais l'État avait obligé Air France à acheter 4 avions. Après, elle lui en donnait 3 pour un franc symbolique, puisqu'ils étaient invendus. Mais elle lui a obligé à acheter 4 avions. Et pour compenser ce fait, elle subventionnait à 90% le déficit d'exploitation. Donc Air France a continué à exploiter comme ça,
Mais en 1982, les gouvernements français et anglais, donc François Mitterrand d'un côté et Margaret Thatcher de l'autre, se sont réunis avec comme objectif clairement l'arrêt de l'exploitation Concorde, puisque ça coûtait un peu cher. Et en plus, en 1982, la Cour des comptes a épinglé l'exploitation Concorde en disant que les contribuables français payent pour que des riches voyagent à vitesse supersonique. Donc la volonté, c'était d'arrêter les vols ou de trouver. En fait, aucune décision n'a été prise, sauf d'annuler les subventions aux compagnies, en leur disant ben, vous vous débrouillez. Et les compagnies, aussi bien Air France que British Airways, se sont quand même pas mal débrouillées parce qu'elles ont réussi à avoir une exploitation bénéficiaire de 1983 au jour de l'accident, le 25 juillet 2000, grâce au vol aller vers New York. Parce que ce vol aller vers New York, d'abord, il répond à la définition, de jour vers l'ouest et sur la mer. Surtout, il rejoint 2 réservoirs de passagers haute contribution importants, hein, les Américains et l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est pas rien, hein, parce que vous proposez des billets, encore faut-il qu'il y ait des clients. Et puis, c'est un horaire favorable, mais favorable à tout point de vue. Avec un départ à 11h du matin, vous pouvez faire un accueil, un enregistrement différencié, vous faites un salon Concorde, le passager embarque à 11h, c'est juste pour lui le temps, il est prêt à recevoir un repas gastronomique qui s'étale sur tout le vol. Et puis à l'arrivée, vous arrivez à un moment, 2 heures avant, vous arrivez bien avant la vague subsonique, il n'y a personne dans les regards de Kennedy. Donc les formalités sont très rapides. Et donc le passager, son gain de 2 heures sur la journée, il va pouvoir en profiter pleinement. Donc les passagers étaient tellement fanats de ce vol que Air France faisait même de la surréservation, du surbook. Moi je me souviens un jour, nous arrivions pour prendre le vol retour et on nous dit, ben, hier on a débarqué 2 passagers. C'était l'époque où Air France ne manageait pas très bien la surréservation. Mais c'est pour dire que donc il y avait un coefficient de remplissage optimal, donc le vol était très, très bénéfique. Mais néanmoins, ce n'est pas avec une seule étape que vous allez équilibrer les comptes, puisqu'il y a quand même des frais fixes. D'abord, le vol retour, il n'est pas complet. Et puis, vous avez une flotte de 7 avions. Il y a des hangars, il y a du matériel, il y a des salons, il y a du personnel qui est formé. Et donc, pour combler le déficit, il a été monté ce qu'on appelle, nous, des vols spéciaux qui sont en fait des vols charter. Alors ça allait du baptême supersonique au tour du monde en 21 jours, en passant par des affrètements. Je me souviens des vols Ariane Espace vers Cayenne. Parce que cet avion avait beaucoup d'aura, donc les gens étaient intéressés pour pouvoir monter dedans. Et puis surtout, et c'est vrai aujourd'hui, si vous voulez faire du vol supersonique, il faut avoir une combinaison ATG et être assis sur un siège éjectable, alors que là, on vous dit, mais monsieur, madame, venez, et en plus, on vous offrira une coupe de champagne, un Mac 2, quoi. Donc, les spéciaux, ça a marché, mais l'ensemble de l'exploitation bénéficiaire était quand même dans une économie de niche. Là, j'ai fait une petite étude sur les vols Paris-New York et Londres-New York. On voit qu'un vol à Paris et 2 vols. On remarque d'ailleurs que les Anglais ont été capables de mettre 2 vols Concorde alors que nous, on n'en a mis qu'un. Mais en fait, ils sont dans le taux aussi le même taux que le subsonique. Ils ont 2 fois plus de trafic, eux, entre Londres et New York que nous, entre Paris et New York. Et surtout, ce qui montre bien que c'est une économie de niche, c'est qu'il y a eu 14 Concorde mis en exploitation. Cette flotte était déjà trop grande puisqu'elle a été sous-utilisée. Nous, à Air France, il n'y a jamais eu plus de 4 avions opérationnels en même temps, un 5e s'il y avait quelques vols spéciaux qui s'empilaient, mais
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour garantir la régularité sur New York, on avait toujours un Concorde de réserve à Paris et à New York. Ça veut dire que pour faire un aller-retour New York, on engageait 3 avions. Donc c'est pour dire que cela montre que c'était quand même une économie de niche. Et j'en arrive à la conclusion que c'est le transport supersonique régulier, hein, parce qu'en charter, vous faites ce que vous voulez, qui est un échec, qui ne marche pas et qui est un échec commercial. Et en fait, ça, on le savait depuis 1973. Parce qu'il faut savoir qu'aucune compagnie voulait acheter l'avion. Air France et la BOAC, qui était la compagnie anglaise de l'époque, qui étaient nationales à cette époque, les deux, ils ont été sommés par les gouvernements de signer l'achat de leurs avions. Les 14 compagnies qui restaient, donc en gros une 60aine d'options, ont toutes refusé leurs options en 1973. Et la première à lancer l'affaire, ça a été la Paname, le 31 janvier 1973, et qui dit « Les caractéristiques opérationnelles et économiques de Concorde ne justifient pas son entrée ». En fait, c'est exactement ce que je viens de vous dire auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que pour arriver à ces conclusions, il n'y a pas besoin d'études très très complexes, hein. Il suffit de demander dans son entreprise, dans sa compagnie, au service d'études de l'île, qu'est-ce qu'il peut faire avec cet avion. Et il dit « Président, je ne peux rien en faire ». Voilà. Et ce qu'a dit Paname. Donc, souvent des gens, une fois qu'ils ont entendu ça, ils disent « Mais alors, on n'aurait pas dû faire Concorde ». Et pourtant, si. Et la raison, elle tient en 4 mots. Concorde a permis Airbus. Alors ça, tout le monde en est d'accord aujourd'hui, et je vais essayer de vous expliquer un peu les raisons. Les raisons, d'abord, ce sont celles et ceux qui ont fait Concorde, qui ont lancé Airbus. Ce sont les mêmes. Et depuis, à tous les niveaux de la société, hein, des sociétés et de la société. Je vais prendre l'exemple de Henry Ziegler, qui était le président d'Aérospatiale, qui a fortement encouragé Concorde, mais qui parallèlement a été décisionnaire dans le lancement de l'Airbus A300. Eh bien moi, je vous dis que pour lancer l'A300, il fallait être encore plus audacieux que pour lancer Concorde. Un avion qui était le premier gros porteur, moyen courrier, biréacteur. Ça n'existait pas à ce moment-là. Et d'ailleurs, Boeing, qui n'avait aucun concurrent, a mis 10 ans à rattraper son retard. Donc une décision stratégique qui était forte. Et en plus, un avion qui a été réussi, ce qui fait qu'il a pénétré le marché parce que les compagnies le demandaient. Voilà l'exemple même des gens qui ont été à la fois sur Concorde et sur Airbus. Le succès technique de Concorde, ce n'est pas un vain mot, puisqu'il a volé pendant 27 ans. Et c'est aussi une des raisons du succès de l'Airbus, qui a été un avion parfaitement réussi techniquement. Vous vous rendez compte que Bernard Latière, gérant de Airbus, a prêté, pour le vendre à Eastern Airlines, il lui a prêté 4 avions pendant 6 mois. Vous imaginez le pari et l'assurance que l'avion répondait aux demandes. Voilà, donc l'A300 est un avion très réussi. Le programme Concorde, ça n'a pas été seulement de construire un bel avion. Ce programme, il a permis de bâtir une industrie aéronautique européenne au bon niveau, au niveau des USA, avec les dernières techniques. Et puis, il a aussi montré ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire coopérer. Airbus coopère, la technique c'est simple, on fait faire les morceaux de l'avion là où c'est le plus performant, là où c'est le moins cher aussi, et on assemble. Et puis ce qu'il ne fallait pas faire, parce que dans le programme Concorde, il y avait des organismes de décision pléthoriques,
il y avait 2 centres d'essai en vol, il y avait 2 chaînes de montage. Donc tout ça a montré qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et je terminerai là-dessus. La raison majeure de l'impact de Concorde sur Airbus, c'est, alors appelez ça comme vous voulez, motivation, incitation, enthousiasme, qui a accompagné l'histoire du programme Concorde. Et moi, ça me fait penser à l'histoire, vous savez, des 3 tailleurs de pierre sur le chantier d'une cathédrale et qui taillent le même caillou, la même pierre pour visiblement la même colonne. On demande au premier ce qu'il fait, il dit ben moi je fais mon boulot, quoi. Le deuxième il dit je fais une colonne, et puis le troisième il dit je bâtis une cathédrale. Et je crois que tous les intervenants qui ont touché Concorde étaient un peu dans cette optique. Ils faisaient Concorde, en fait. Concorde, c'était leur cathédrale. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. Je vous remercie pour votre écoute. J'aimerais savoir comment vous avez ressenti le pilotage. C'est vrai que quand on a la chance de piloter Concorde, bon, il y a d'autres pilotes dans la salle à qui vous pourrez poser la question, mais c'est vrai que ça tient un peu du rêve. C'est un avion qui par sa construction, était extrêmement précis, donc était très agréable à piloter à la main, et donc on ne s'en lassait pas, à tel point même qu'on peut piloter jusqu'à Mach 2 sans problème. Et donc c'est un grand bonheur, oui, pour un pilote de pouvoir toucher une machine comme ça. Oui. Merci pour cette superbe conférence. On a du mal à acquérir. Le Concorde, je connais mal un petit peu la coopération technique. Ça a été exploité par la France et par le Royaume-Uni. Mais est-ce que les ingénieurs venaient également des 2 pays? Et si oui, il me semble que Airbus, c'est plutôt une coopération franco-allemande. Les Anglais étaient un peu dans le coup quand même? Oui, alors, dans l'accord de coopération, chaque pays avait son secteur. La France, c'était la cellule avion, et les Anglais, c'était plutôt la propulsion, par exemple. Et donc, dans ce cadre, il y avait bien sûr des échanges, mais chaque pays était quand même responsable de ce dont il avait la charge. À cette époque-là, les Allemands n'étaient pas dans le coup. Ils sont arrivés avec l'Airbus A300 parce que le projet Airbus 300 a eu une gestation un peu difficile parce que les Anglais voulaient en faire le moteur. Et ça posait problème. Rolls avait des problèmes à ce moment-là. Et je citais Henry Ziegler, et un de ceux qui a tranché, qui a dit on met un moteur américain, et ça a aussi aidé l'arrivée sur le marché américain. Et à ce moment-là, la coopération, les Anglais se sont un peu retirés, et à ce moment-là, la coopération s'est engagée avec les Allemands. Mais depuis, les Anglais sont revenus, c'est eux qui font les ailes des Airbus, quoi. On entend de temps en temps des personnes qui parlent de refaire du supersonique. C'est des paroles verbales ou est-ce que ça aura lieu un jour? Alors moi, d'après ce que j'ai dit, je ne peux être que convaincu que ça ne reviendra pas, que ce que l'on a appelé la parenthèse supersonique est refermée. Mais le président Trump himself, il a signé un décret au mois de juin en demandant à autoriser le vol sur les terres. Et le Boom Overture que je vous ai montré, il est même pas sur papier, il est en photo, en virtuel, et on nous dit qu'il va voler demain. Mais enfin, ça fait 10 ans que la société Boom nous annonce dans 3 ans le démonstrateur et dans 5 ans la mise en ligne. Donc moi personnellement, je pense qu'il n'y aura plus de transport de passagers supersoniques et que ces projets cachent des budgets militaires ou des applications militaires, où c'est de la recherche et développement plus qu'une application pour demain.
Donc vous avez parlé, c'est un peu cocorico, de nos ingénieurs français, du Concorde français. Qu'est-ce qu'il en est pour les grands Bretons, enfin les Anglais, les Américains et les Russes? Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, de leur côté? Je n'ai pas bien compris. Les Américains? Et les Russes? Les Russes. Ah oui, non, je n'ai pas parlé du seul concurrent, puisque les Américains sont arrêtés au niveau de la maquette. Le Tupolev 144, qu'on a bien connu lors des salons du Bourget et même malheureusement lors de son accident au Bourget. En fait, le Tupolev, je ne le connais pas plus que ça. Je sais simplement que sa carrière, il n'a pas eu de carrière, il n'a jamais transporté. Mais je peux vous citer une anecdote d'un ingénieur du bureau d'études français, parce qu'il y avait un salon où ils avaient liberté d'échange avec leurs collègues russes. Et le système de propulsion du Tupolev 144 demandait l'utilisation des post-combustion, y compris en croisière. Et donc, rien que quand on entend ça, on dit, bon, ben, ce projet, il ne peut pas fonctionner, quoi. Il ne pouvait pas être économique à tout point de vue, quoi. Moi, j'ai une question qui me revient souvent à l'esprit, c'est l'affaire du nez articulé. J'ai toujours trouvé étrange qu'on installe un système aussi complexe qui nécessite du poids, des articulations, d'un double ou triple pare-brise, alors que la machine est quand même extrêmement sensible au poids. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, l'accident de 2000, où les parois des réservoirs étaient si minces qu'elles n'ont pas résisté au choc d'un bout de titane en provenance d'un DC-10 laissé sur la piste. Enfin, encore que ces affaires ne soient pas complètement éclaircies, je crois, encore aujourd'hui. Mais toujours est-il, est-ce que, par exemple, ce boom-là, ou ce successeur potentiel, et dont vous dites d'ailleurs qu'il n'est peut-être un laboratoire vivant, quoi. Est-ce que ce nouvel engin aurait un nez articulé? Il ne semble pas sur les dessins qu'on voit. Certainement pas. Non, aujourd'hui, on ferait une vision par caméra. Voilà. Et qu'est-ce qui l'empêchait de le faire à l'époque? Et Concorde est un vieux projet, on ne s'en rend pas compte, mais signature en 62, c'est la technologie des années 60. D'ailleurs, quand vous voyez un cockpit de Concorde, c'est le dernier cockpit d'avion avec des pendules, comme on disait. Après, et donc, il faut quand même, si on fait la vision de face par caméra, il faut être sûr de son coup, quoi. Et donc, le seul avion qui vole comme ça, à ma connaissance, c'est un prototype qui s'appelle un avion d'essai à la NASA, qui s'appelle le XB-59, justement, qui étudie le boom supersonique, le bang, et qui est profilé idéalement pour ne pas faire de bang, et qui est justement le pilote, et il pourrait être n'importe où d'ailleurs dans l'avion, hein, à partir du moment où il a une vision, et il est équipé de la vision. Aujourd'hui, je pense qu'on montrait je ne sais pas, Overture, comment il est, mais je pense qu'il est à vision synthétique sur l'extérieur. Merci beaucoup. Oui, je voulais vous remercier pour votre conférence, parce que ça a quand même fait rêver toute une génération, la mienne, je dois dire. Avec les fusées, le Concorde, c'était quand même un avion magnifique. Il avait le bon goût d'atterrir en Normandie, juste au-dessus de là où mon père avait sa maison. Donc on l'entendait régulièrement. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est qu'à la City, à Londres, il y avait couru le bruit qu'en fait, c'était le 11 septembre qui avait mis le clou dans le cercueil pour le Concorde, puisqu'il n'y avait plus de personnes qui poursignaient les chèques pour faire voyager les gens dans cet avion. Oui, alors et savoir ce que vous en pensez. L'accident a eu lieu en juillet 2000. Il était pratiquement prêt à repartir en vol du côté d'octobre. Et en septembre 2001 arrivent les tours. Donc c'est sûr que ça n'a pas favorisé la remise en ligne. Mais plus sérieusement, les passagers haute contribution ne sont pas revenus. Et si vous n'avez pas sur ce petit vol aller des gens qui payent vraiment le plein tarif, vous n'arrivez pas. Donc les avions étaient vides.
Et je comprends, les images ont été quand même assez terrifiantes pour que les gens disent bon je vole autrement. Mais il est vrai que non, mais le 11 septembre, vous avez raison, n'a donné un argument supplémentaire. Mais l'arrêt des vols a été décidé après 2 ans un peu moins de 2 ans d'exploitation, au vu du seuil de rentabilité. Parce qu'une compagnie aérienne, aujourd'hui, elle a ce qu'on appelle le revenu management, elle ajuste le prix de ses billets en fonction de la demande. Donc là, elle a baissé le prix des billets pour que l'avion se remplisse un peu, mais ce n'était plus les revenus du Paris-New York d'antan. Et c'est ça qui finalement, là je parle pour Air France, mais British Airways qui était beaucoup plus volontariste que nous sur la poursuite des vols, eux-mêmes ils ont arrêté pour des raisons financières. Est-ce que je synthétise correctement si je dis que Jean-Jacques Servan-Schreiber, dans son défi américain, ce bouquin qui a eu beaucoup de succès en 76-68 et qui avait tout un chapitre contre Concorde, avait raison à sa manière, il était polytechnicien quand même, et économiste au passage, et journaliste, mais qu'il avait objectivement tort dans la mesure où, comme vous l'avez dit ensuite, Airbus a existé grâce à ce rêve de Concorde. Vous parlez de Jean-Louis Servan, Jean-Jacques, que les moins de 60 ans ne connaissent pas. Mais oui, lui, c'est quand même très bizarre ce qu'il a fait. Hein. C'est même, quand on le relit aujourd'hui, ça frise un peu même la malhonnêteté intellectuelle, parce qu'il pouvait dire ce qu'il voulait sur le programme Concorde, ce qu'il a dit sur le programme Airbus était irrecevable. Et je rappelle que sur le programme Concorde, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, ça ne sert à rien de faire un supersonique, puisque les Américains, ils vont faire mieux. Donc laissons-leur faire. Quand je lis ça aujourd'hui, je dis, pour un homme qui aspirait à des tâches politiques élevées, non, ça ne tenait pas bien la route. Je voulais rebondir sur la mise en service des lignes transatlantiques. Je me souviens à l'époque, on entendait beaucoup parler du fait que les Américains s'opposaient à la mise en service de Concorde vers les États-Unis. Alors, on entendait parler des arguments du bruit, de la consommation. Et je voulais savoir, tu cites le fait que l'exploitation commerciale de Concorde était de toute façon vouée à l'échec du fait des problèmes horaires, mais est-ce qu'une attitude un peu plus proactive des Américains, le commentaire du président de Paname que tu cites, on peut penser qu'il aurait pu aussi être imposé par des politiques, de même qu'en France et en Royaume-Uni, le politique a obligé l'achat de Concorde par les compagnies aériennes. Donc est-ce qu'il n'y avait pas de la part des Américains refus de voir Concorde, puisqu'eux n'avaient pas réussi à le faire? Et est-ce qu'il aurait pu y avoir quelque chose de proactif des Américains qui aurait aidé à améliorer la rentabilité de l'exploitation commerciale des lignes, à ton avis? Déjà, sur les Américains, c'est vrai qu'ils ont une attitude, en voyant arriver Concorde, il y a eu 2 niveaux. Au niveau fédéral, il y a eu une enquête qui a été menée par le secrétaire d'État Coleman, là, sur lequel il n'y a rien à dire. Voir arriver un avion Delta dans la circulation aérienne des avions subsoniques, ils avaient de quoi être inquiets. Donc ils ont posé des questions et ils ont autorisé l'exploitation. Le problème est arrivé sur le New York, qu'il fallait absolument exploiter, sinon Concorde n'aurait pas duré longtemps. Et là, c'est plutôt les riverains. Alors évidemment, les riverains, on les a laissés faire. Alors si ça avait été un projet américain, on aurait dit aux yeux, voilà, donc on est d'accord là-dessus, mais ce n'est pas le même problème. Et puis surtout, une fois que l'avion a été mis en service, vous savez qu'ils auraient très bien pu l'arrêter dès 1985 en disant il fait trop de bruit. Et en 1983, ils ont sorti un arrêté en disant pour les 14 avions qui sont construits, on n'appliquera pas les restrictions de bruit. Et c'est ce qui fait que jusqu'en 2003,
on décollait à Kennedy alors qu'il n'y avait plus un 707 qui décollait et tout. Donc les Américains, ils ont eu deux attitudes. Une attitude de contre, bien sûr, au départ, ce qui est c'est dans leur nature. Et puis finalement, à la fin, on laisse faire. Mais encore une fois, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est une économie de niche. Il y a peu d'avions, il y a 3 avions par jour à Kennedy, donc on laisse faire. Maintenant, acheter cet avion, je vous ai dit que Paris-New York, ou Londres-New York, c'est le segment idéal, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Eh bien, j'ai essayé d'en trouver un autre. Je n'ai pas trouvé d'autre endroit dans le monde où on ait à la fois un vol sur la mer de moins de 4 heures, alors peut-être entre la côte ouest des États-Unis et puis le Japon, mais il aurait fallu se poser. Enfin, je vois mal. Donc, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle les compagnies américaines ont arrêté, parce qu'ils espéraient faire la côte est, côte ouest en supersonique, et avec le bruit, ils ne pouvaient pas. On prête beaucoup de mots au général de Gaulle. Au début des années 60, on lui aurait demandé, Monsieur le Président, est-ce qu'on continue le Concorde? Et il aurait dit, oui, messieurs, sinon dans 20 ans, on ne pourra plus faire de casserole. Oui, c'est une expression. Dans le cadre de mes études sur Concorde, j'ai relu les livres de Perfit qui parlent de De Gaulle. Et De Gaulle, c'est vraiment une expression, on voit bien le général dire ça. Non, c'était quelqu'un qui était convaincu que nous devions générer un grand projet industriel. Et je crois qu'il avait en tête, bien sûr, le Concorde et l'Airbus. Donc c'était dans ses objectifs. Il a fait la même chose pour les trains, pour le nucléaire. Donc il avait raison de dire, surtout en cette période d'après-guerre, si on n'est pas capable de s'imposer, eh bien, les casseroles, même nos casseroles seront américaines, quoi.